Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. 230 millions de doses de vaccins administrées en Chine. Le pays intensifie ses efforts pour accélérer sa campagne vaccinale contre la Covid-19. La Chine veut aider l'Inde à lutter contre la flambée des cas d'infection. Une promesse faite par Wang Yi à l'occasion d'une réunion virtuelle avec plusieurs de ses homologues. Le Vietnam se dote d'une milice maritime gigantesque pour faire face à la Chine. Hanoï souhaite récupérer les îles Spratly et Paracel. Un nouveau projet de loi sur la sécurité alimentaire pourrait entrer en vigueur. Le texte a été étudié lundi par le Parlement chinois. La Chine lance 9 satellites commerciaux. La fusée a décollé du centre de lancement de satellites de Taiyuan mardi. Il s'agit de la 366e mission de vol de fusée longue marche. Les blind box trouvent une seconde jeunesse en Chine. Ces boîtes mystères contenant une figurine manga à collectionner s'arrachent à prix d'or dans le pays. La campagne vaccinale s'intensifie en Chine. En effet, lundi, 229 millions de doses de vaccins avaient déjà été administrées dans le pays, une accélération qui intervient à seulement quelques jours des vacances de la fête du travail, où de nombreux voyages sont prévus, mais la situation est sous contrôle selon les autorités. La Chine continue d'intensifier ses efforts pour poursuivre sa campagne d'inoculation contre la Covid-19 et fournir de l'aide à d'autres nations en matière de vaccins. Lundi, par exemple, la Chine avait administré plus de 229 millions de doses de vaccins dans le pays. Par ailleurs, le ministre chinois des Affaires étrangères a exprimé la volonté de la Chine d'aider dès que possible l'Inde à combattre l'épidémie de Covid-19. Dans le domaine de l'aide aux vaccins, l'autorité égyptienne chargée des médicaments a déclaré qu'elle avait approuvé le vaccin chinois Sinovac contre le coronavirus pour une utilisation d'urgence. La Serbie a reçu un demi-million de doses du vaccin Sinopharm, ce qui porte à 3 millions la quantité totale de doses reçues par le pays jusqu'à présent. Le Pakistan a quant à lui pris livraison d'un 3e lot de doses de Covid-19. L'ambassadeur de Chine au Pakistan, Nong Rong, a déclaré que ce pays d'Asie du Sud avait reçu le plus grand nombre de vaccins chinois. Et si la situation sanitaire en Chine est bonne, ce n'est pas le cas de tous ses voisins. L'Inde notamment connaît une flambée de cas de Covid-19 ces derniers jours. Le ministère chinois des Affaires étrangères Wang Yi apporte son soutien et se dit prêt à aider le pays en cas de besoin, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. La Chine se dit prête à aider l'Inde à lutter contre la flambée du virus qui refait son apparition dans le pays. Mardi, le ministère chinois des Affaires étrangères Wang Yi a mis l'accent sur la coopération en matière de vaccins avec d'autres pays de la région. Il a en effet organisé une réunion virtuelle avec ses homologues d'Afghanistan, du Pakistan, du Népal, du Sri Lanka et du Bangladesh. La Chine met en œuvre l'engagement du président Xi Jinping de faire des vaccins un bien public mondial en menant une coopération vaccinale à l'échelle mondiale. Nous sommes disposés à promouvoir la coopération en matière de vaccins avec d'autres pays par des moyens flexibles tels que l'aide gratuite, les achats commerciaux et la production dans le cadre du mécanisme de coopération à 6 pays, a déclaré Wang Yi. Les 6 pays sont parvenus à un consensus pour s'unir dans la lutte contre la pandémie. Ils ont convenu de respecter les efforts de chacun pour faire face à la crise et de soutenir la direction de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont également convenu de renforcer la coopération pour s'entraider afin d'améliorer la capacité de gérer les urgences majeures de santé publique. La coopération inclut la distribution et la production de vaccins. En ce qui concerne la reprise économique post-pandémique, les 6 pays ont convenu de poursuivre leur coopération ceinture et route et d'améliorer les moyens de subsistance de la pauvreté. Ils ont de plus convenu de s'opposer aux brimades, aux ingérences et aux doubles standards dans la diplomatie et d'élargir la coopération dans divers domaines. Et toujours dans l'actualité internationale, un groupe de soutien au casque bleu des Nations Unies a été lancé mardi. La Chine, le Brésil, l'Indonésie et le Rwanda sont à l'initiative de ce projet. Créé en 1948, les casques bleus de l'ONU aident les pays déchirés par un conflit à créer des conditions d'une paix durable.
Un groupe de soutien au casque bleu des Nations Unies a été lancé le 27 avril à l'initiative de la Chine, du Brésil, de l'Indonésie et du Rwanda. Le groupe des Amis sur la sûreté et la sécurité des casques bleus des Nations Unies fournira une plateforme pour renforcer le partage d'informations, la coordination des politiques et le renforcement des capacités. C'est ce qu'a annoncé mardi l'ambassadeur Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU, lors d'un événement virtuel. Le groupe d'amis comprend 49 pays et régions dont la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ou encore le Japon et le Maroc. La sécurité des casques bleus dépend de la participation de toutes les parties, a souligné Zhang Jun. Ils sont menacés dans les points chauds régionaux, les conflits ethniques, le terrorisme et les engins explosifs. La pandémie de Covid-19 a également accru les risques de sécurité. Les casques bleus de l'ONU ont été créés en 1948 pour aider les pays déchirés par un conflit à créer les conditions d'une paix durable. Plus d'1 million de personnes ont servi comme casques bleus des Nations Unies et plus de 3700 d'entre eux, originaires de plus de 120 pays, ont perdu la vie. Cette année, 49 soldats de la paix sont décédés. La Chine est le deuxième contributeur financier au budget du maintien de la paix et le plus grand contributeur de troupes parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Actuellement, plus de 2500 casques bleus chinois servent dans 8 missions, exerçant des fonctions telles que la patrouille, la garde, le déminage ou encore le traitement médical. Selon l'ambassadeur Zhang Jun, le groupe des Amis étudiera les nouveaux défis à la sécurité des casques bleus, sensibilisera et favorisera une compréhension commune entre les États membres par le biais du Conseil de sécurité. Assurer la sûreté et la sécurité des casques bleus exige non seulement des orientations politiques, mais aussi des actions pratiques, a déclaré Zhang Jun, notant que la Chine était l'un des champions de la sûreté et de la sécurité dans le cadre de l'initiative Action pour le maintien de la paix, ayant fourni une formation en matière de sécurité et de sûreté aux soldats de la paix de nombreux pays et financé le secrétariat pour la réalisation de projets et d'études pertinents. À l'initiative de la Chine, le Conseil de sécurité a adopté la première résolution sur la sécurité et la sûreté des soldats de la paix. Plus de 150 invités ont assisté à la réunion, présidée par l'ambassadeur Zhang, dont Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général aux opérations de la paix. Et pour clôturer cette page internationale, direction la mer de Chine où de nombreux États sont en conflit diplomatique. C'est le cas du Vietnam et de la Chine. Pour essayer de récupérer les îles Spratly et Paracel sous occupation militaire chinoise, Hanoï veut monter une milice maritime forte de 70 000 hommes, signe que le pays refuse de renoncer à ses revendications territoriales. Le Vietnam est en train de bâtir une milice maritime forte de 70 000 hommes. Selon le magazine chinois Jianchuan Zixi, Hanoï tenterait de faire grossir sa flotte de navires armés pour défendre ses revendications en mer de Chine méridionale. En effet, ce pays d'Asie du Sud-Est compte parmi les nombreux États de la région en conflit diplomatique avec Beijing quant au contrôle de certaines îles de cette zone du Pacifique. Le pays dirigé par Nguyen Phu Trong affirme sa souveraineté sur les îles Spratly et Paracel. Or, ces archipels ont été colonisés par la Chine, qui y a construit des bases militaires. Malgré l'expansion rapide de la marine chinoise dans la région, le Vietnam refuse de renoncer à ses revendications territoriales et le pays s'inspire même des méthodes de la République populaire pour affirmer sa présence dans cette mer. En effet, c'est la Chine qui a développé en premier le concept de milice maritime pour occuper des îles qu'elle convoitait. Ce fut notamment le cas en 1995 lorsqu'une centaine de pêcheurs chinois avaient accosté près du récif Michiev, alors sous contrôle philippin. Devant les faibles protestations de Manille, les équipages de ces navires avaient ensuite construit des abris pour les marins, mais très vite ces bâtiments ont été transformés en bases militaires chinoises totalement opérationnelles. Pris au dépourvu, les Philippins n'ont pas su réagir à temps pour essayer de récupérer l'îlot sans risquer une guerre ouverte avec la Chine.
Ainsi, le Vietnam a suivi l'exemple chinois pour se défendre. Déjà en 2009, Hanoï avait érigé une loi autorisant sa milice maritime à patrouiller les eaux territoriales revendiquées par le régime. Ces pêcheurs armés ont même le droit d'expulser tout navire étranger qui serait présent sans autorisation près des récifs et des îlots sous contrôle vietnamien. Selon le South China Morning Post, 46 000 hommes et 8 000 bateaux composent actuellement cette force militaire un peu particulière. Le quotidien hongkongais estime que le nombre de miliciens pourrait rapidement grimper à 70 000. De son côté, Pékin accuse Hanoï d'utiliser sa milice pour espionner les vaisseaux et les bases militaires chinoises présents dans cette partie de l'océan Pacifique. Pour l'instant, le gouvernement de Xi Jinping se contente d'utiliser la pression diplomatique pour essayer de convaincre le Vietnam de cesser ses activités navales près des îles Spratly et Paracel. Retour en Chine où un nouveau projet de loi est étudié par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Il s'agit de mesures sur la sécurité alimentaire et plus précisément sur la promotion de la revitalisation rurale. Les législateurs devraient délibérer sur le projet dès jeudi. Un projet de loi visant à promouvoir la revitalisation rurale a stipulé des dispositions plus spécifiques et plus détaillées pour assurer davantage la sécurité alimentaire de la Chine. Le projet de loi a été soumis à une troisième lecture lors d'une session régulière du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale tenue lundi. Les dispositions liées à la garantie de la sécurité alimentaire nationale ont été transférées aux dispositions générales, selon le projet de loi, qui ajoute les dispositions liées à la mise en œuvre d'une stratégie nationale de garantie des produits agricoles importants. Le projet de loi comprend également de nouvelles dispositions sur la protection de la sécurité des semences qui précisent la nécessité de renforcer la protection et l'utilisation des ressources de germoplasme agricole, de construire une banque de ressources de germoplasme ainsi que de faire des percées dans les techniques de sélection, entre autres. La fête des récoltes des agriculteurs chinois qui tombe chaque année à l'équinoxe d'automne a été inscrite dans le projet de loi. Les législateurs devraient délibérer sur le projet de loi lors de discussions de groupe au cours de la session en cours du comité permanent qui se déroule de lundi à jeudi. Les grandes lignes du 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme à l'horizon 2035 adoptés par l'APN en mars mettent également l'accent sur la mise en œuvre de la stratégie de sécurité alimentaire. Le plan appelle aux efforts pour garantir la sécurité absolue des céréales et l'approvisionnement en produits agricoles secondaires importants, ainsi que la promotion de la législation concernant la sécurité alimentaire. Un autre projet spatial, cette fois, a officiellement démarré. En effet, mardi, la Chine a lancé sa fusée Longue Marche 6, envoyant 9 satellites commerciaux dans l'espace. La fusée a décollé au centre de lancement de satellites de Tianyuan. Il s'agit de la 366e mission de vol de la série de fusées Longue Marche. La Chine a lancé mardi sa fusée Longue Marche 6, envoyant 9 satellites commerciaux dans l'espace. La fusée a décollé du centre de lancement de satellites de Tianyuan dans la province septentrionale du Shaanxi à 11h20, heure de Beijing. Il s'agit de la 366e mission de vol de la série des fusées Longue Marche. Les satellites dont Kilu 1 et Kilu 4 sont entrés dans leur orbite prévue et fourniront à la province orientale du Shandong des services de télédétection pour l'étude des sols, la construction urbaine, l'agriculture, la sylviculture, l'énergie, la prévention et la réduction des catastrophes. D'autres satellites à bord de la fusée seront utilisés pour tester des technologies de conception de plateformes des satellites, d'imagerie et d'observation en temps réel, d'acquisition et de transmission de données ou pour offrir tout simplement des services d'observation de petits corps célestes et des services de télédétection. Elles ont vu le jour au Japon dans les années 80. Les blind box ou boîtes mystères contiennent des figurines manga à collectionner. Ces dernières reviennent particulièrement à la mode en Chine où les jeunes s'arrachent ces jouets miniatures pour le plus grand bonheur des professionnels du secteur.
Après avoir fait fureur dans les années 80 au Japon, les blind box trouvent une seconde jeunesse en Chine où s'arrachent ses jouets miniatures à l'effigie de manga. Sur le marché de l'occasion, une figurine rare dans sa boîte d'origine non ouverte peut facilement valoir plus de 10 fois son prix de départ, compris généralement entre 10 et 20 $, à l'image des vignettes d'albums à collectionner qui faisaient jadis un tabac dans les cours d'école. Les blind box, littéralement boîtes aveugles, font aujourd'hui en Chine le bonheur des nostalgiques, mais aussi des jeunes branchés. Les blind box ont vu le jour au Japon dans les années 80. Dépités par la surconsommation qui banalise les achats, ces créateurs souhaitaient à l'origine faire perdurer le sentiment d'excitation que l'on a en ouvrant une boîte de paquets cadeaux. La concurrence entre collectionneurs est telle que les figurines les plus recherchées s'arrachent en un rien de temps, pour le plus grand bonheur des professionnels du secteur. Selon le cabinet d'études Qianzhen Intelligence, le marché pourrait peser en Chine près de 4 milliards d'euros en 2024, après un quadruplement en 5 ans. La raison du succès, l'esprit de compétition qui s'installe entre collectionneurs. C'est ce qu'estime l'analyste Stéphie Noël du cabinet Daxu Consulting à Shanghai, car seule une poignée de collectionneurs chanceux peut acquérir les boîtes les plus spéciales. Cet engouement s'apparente à la dépendance aux jeux d'argent interdits en Chine, ou récemment mis en garde les médias du pays. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.